Bienvenue sur Carcassonne Online. Préparez vos papilles, aujourd'hui nous partons à la découverte des trésors gourmands. Et accrochez-vous bien, parce qu'on a du lourd aujourd'hui. Format Flash Info. Imaginez un peu un ragoût qui bouillonne en fait, sans aucune interruption depuis l'année de la démission de Richard Nixon. Ouais, ça fait quand même plus de 18 500 jours de cuisson continue. C'est complètement dingue. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de l'ADN du cassoulet. On va décortiquer la légende de sa création pendant la guerre de 100 ans, analyser la chimie de sa fameuse croûte et voir comment ce pilier du Sud-Ouest est devenu une véritable obsession mondiale. C'est clair que c'est une obsession qui se vit presque comme une religion. Parce que derrière le cassoulet, il n'y a pas juste une petite liste d'ingrédients. Il y a un héritage hyper complexe et une vraie guerre de clochers. C'est ça. Mais avant d'aborder ces querelles de puristes, du coup, il faut vraiment s'arrêter sur le mythe fondateur. Tu sais, la fameuse histoire du siège de Castelnaudary en 1355. Ah oui, le fameux siège. On raconte souvent que les habitants qui étaient affamés par les Anglais auraient jeté toutes leurs provisions restantes dans un immense chaudron. Exactement. Le plat du désespoir, en quelque sorte. Voilà, pour créer un plat revigorant et réussir à repousser l'envahisseur. Autrement dit, cette histoire de siège héroïque, c'était un peu la campagne de marketing viral de l'époque médiévale pour sublimer des restes, non ? C'est carrément ça, un marketing de génie. Parce que la réalité historique est, disons, beaucoup plus sombre. En 1355, le prince noir n'a absolument pas reculé face à une armée galvanisée par des haricots. Ah bon, ça n'a pas marché ? Non, ses troupes ont littéralement pillé et incendié Castelnaudary. Ce mythe du siège, en fait, il a été forgé bien plus tard, au XIXe siècle. Le but, c'était de donner des lettres de noblesse patriotique à ce qui restait à la base un simple plat de survie paysan. D'accord, donc on a un peu réécrit l'histoire pour transformer ça en symbole de fierté régionale. Et cette fierté, elle a donné naissance à ce qu'on appelle la Sainte Trinité du cassoulet dans les années 1920. Voilà, la fameuse Trinité. Avec le père, c'est-à-dire la recette originelle de Castelnaudary, avec du porc et de l'oie confite. Ensuite, on a le fils, à Carcassonne, qui s'autorise du mouton. Et de la perdrix rouge, oui. Exactement. Et enfin, le Saint-Eftry, du côté de Toulouse, qui intègre le canard et sa célèbre saucisse. C'est tout à fait ça. Mais au-delà des viandes, il y a un élément non négociable dans cette trinité. La vraie clé de voûte de l'édifice. Les fameux lingots du Lauragais. Il faut préciser, pour ceux qui nous écoutent, qu'on ne parle pas de n'importe quel haricot blanc, là. Ah non, surtout pas. C'est un haricot qui a une peau extrêmement fine et une chair qui fond en bouche sans du tout se désagréger à la cuisson. Et cette cuisson, elle doit absolument se faire dans un récipient particulier. La cassole, c'est bien ça ? Oui, la cassole d'Issel, une poterie en terre cuite qui a même donné son nom au plat. Sa forme un peu évasée permet une évaporation très précise. Et c'est là qu'intervient la grande obsession de la croûte. Ah, la croûte. La tradition exige qu'on brise 7 fois cette croûte dorée pendant la cuisson au four. Attends, 7 fois ? Mais pourquoi s'acharner autant sur ce pauvre plat ? Finalement, cette fameuse croûte qu'on brise frénétiquement, est-ce qu'elle n'agit pas juste comme un couvercle naturel qui emprisonne l'humidité et le moelleux des lingots ? En fait, si. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le chiffre 7 est encore un mythe. La briser 3 fois, c'est largement suffisant. Me voilà rassurée. Chimiquement, sous l'effet de la chaleur, l'évaporation concentre les protéines des viandes et l'amidon à la surface. Ça crée une réaction de Maillard, donc une caramélisation intense. Et en perçant cette croûte, on force la graisse et les sucs à replonger dans le bouillon. Je vois, c'est créer une sorte d'émulsion continue en fait. C'est de l'ingénierie culinaire très pointue. Mais j'aimerais qu'on pousse ce concept de mijotage à l'extrême. Traversons l'Atlantique, direction San Francisco. Ah, le fameux restaurant Le Central. Oui, une adresse mythique. Depuis 1974, ils servent ce plat en version ragoût perpétuel. C'est ça, à chaque jour, ils ajoutent de nouveaux ingrédients. Du confit de canard, du boudin blanc. Et un peu de l'ancienne préparation, c'est fou. Exactement. Le tout mélangé au fond de la veille. C'est vertigineux, franchement, c'est le même principe qu'un levain de boulanger immortel qui traverse les décennies. Mais comment c'est possible sanitairement ? Plus de 18 500 jours avec de la viande, moi je fuis pour éviter l'intoxication. C'est un réflexe de survie très sain. Mais la réponse tient entièrement à la gestion de la température. Le récipient est maintenu en permanence à une chaleur de mijotage. Donc au-dessus de 60 degrés. Voilà. À cette température, les bactéries ne survivent tout simplement pas. Et en fin de service, s'il y a une pause, c'est refroidi de manière fulgurante et stocké dans des conditions d'hygiène draconiennes.
D'accord, impressionnant. Ça pose presque une question philosophique du coup. Si on remplace les haricots et la viande tous les jours depuis 1974, est-ce que c'est toujours le même cassoulet? Sur le plan purement matériel, il ne reste probablement plus une seule molécule de 1974. Mais gustativement, l'ADN de la sauce, les sucs imprégnés dans la marmite, tout ça transmet un héritage ininterrompu. C'est littéralement le temps rendu comestible. C'est vraiment fascinant. On part d'une simple volonté de survie paysanne pour arriver à un plat qui génère des guerres de puristes et qui finit par défier le temps en Californie. Ça prouve surtout qu'une recette, c'est jamais figé. Ça évolue avec l'ingéniosité humaine. Ce qui nous amène à une dernière réflexion pour clôturer cette exploration. Si un plat peut survivre à des siècles d'évolution en gardant son âme, à quoi ressemblera-t-il dans 18 000 jours? Les adaptations modernes, avec peut-être du poulet ou de la saucisse italienne, détruisent-elles son essence ou écrivent-elles simplement son prochain chapitre gourmand? C'est une très belle question. À méditer lors d'un prochain repas d'hiver.